Quasiment tous les entrepreneurs, hein. J'ai connu vraiment beaucoup plus d'échecs que de succès. Et tu as fondé Super Capital, qui est un fonds d'investissement qui regroupe pas mal de business angels. Et ça représente quand même beaucoup. Du coup, il devient à peu près l'un des gros communautés de business angels en France. Ouais, complètement. Ouais. En 18 mois, on a dû rentrer 500 ou 600 000 euros de volume d'affaires. Sauf que ça ne nous correspondait pas du tout. On n'était pas les bonnes personnes pour ça, ni lui ni moi. On n'aurait jamais pu scaler. Et j'appelle Corentin. Je lui dis ok, je te donne une allocation pour 2 millions. Et moi, je suis hyper content parce que si tu veux, normalement, avec mes 50 000 du début, j'aurais peut-être eu droit à investir 200 000. Mais pas 2 millions. Et en fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon répertoire et j'ai regardé, j'ai fait défiler un peu les gens. Et en fait, je me suis dit, ah attends, lui, je sais qu'il a un petit peu d'argent. Mais pas beaucoup, mais tu vois, je savais qu'il pouvait mettre 5 000, 10 000. D'abord, la première règle, c'est d'en faire beaucoup. Surtout, n'investissez pas que dans une seule startup, ça sert à rien. Quels sont les sacrifices en fait que tu as dû faire pour... C'est parti, bonjour Corentin. Salut Abder. En tout cas, merci d'être venu, ça m'a fait super plaisir de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es un ancien journaliste. Exact. Qui est devenu entrepreneur, puis investisseur, et tu as fondé Super Capital, qui est un fonds d'investissement, qui regroupe pas mal de business angels, donc à peu près 1000, ce qu'on avait dit en off, et ça représente quand même beaucoup. Du coup, il devient à peu près l'un des gros communauté de business angel en France, même en Europe, il me semble. Ouais, complètement. Parmi les plus grands. Alors, tu sais, on sait jamais parce qu'il y en a toujours qui se créent. Puis, est-ce qu'on compte les plateformes de crowdfunding ou pas? Si on les compte, évidemment, on n'est pas dans les plus grands. Mais si on les compte pas, oui, on est dans les plus grands. Ouais. D'accord. Donc, c'est quand même impressionnant ce que tu avais réussi à faire. Du coup, toi, tu connais un petit peu les hauts et les bas des startups. Tu en as vu pas mal. On est là pour en parler, de voir un petit peu ton parcours qui est riche. Ça peut inspirer pas mal de gens qui regardent un petit peu le podcast. Moi, d'habitude, sur le podcast, il y a quelque chose qu'on fait qui sort un petit peu de l'habituel. C'est on commence toujours par un premier échec, un dernier échec qui t'a marqué, que tu as en souvenir. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Comment tu l'as senti aussi? Comment tu as traversé cet échec-là? Qu'est-ce que tu as appris? Et après, on repartira sur ta présentation. Quasiment tous les entrepreneurs, hein, j'ai connu vraiment beaucoup d'échecs, beaucoup plus d'échecs que de succès. Et je pense que c'est quand même la grande majorité des entrepreneurs qui ont connu plus d'échecs que de succès. Donc moi, j'en ai plein, mais notamment un. Effectivement, donc la deuxième boîte que j'ai créée, ou la 2 ou 3e, ça dépend ce qu'on compte, mais en gros, la deuxième boîte que j'ai créée, c'était une sorte de conciergerie Airbnb, où en fait, donc c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2012, donc c'était il y a 13 ans. Donc en 2012, Airbnb n'était pas très connu, et il n'y avait pas trop de conciergerie, enfin c'était vraiment, il n'y avait même pas de loi, anti-Airbnb et tout, ça n'existait. En fait, il n'y avait même pas, c'était un vide juridique. Et donc, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un petit Google Ads. Franchement, on mettait rien, 10 euros par jour max. Et on chopait, et on avait mis comme annonce, vous voulez louer votre appartement de luxe, votre grand appartement, bel appartement de luxe à Paris quand vous n'êtes pas là. Appelez-nous, on s'occupe de tout. On le loue, on s'occupe de tout. Et quand vous revenez, tout est nickel. Et en fait, c'est incroyable. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais à l'époque, juste avec cette petite ads, on chopait des trucs de malade. On avait rentré des gens qui avaient des appartements de 300, 400 mètres carrés à Paris sur des parcs, sur le Champ de Mars, etc. Enfin, c'était des trucs incroyables. Et nous, on disait aux proprios qui n'avaient jamais entendu parler d'Airbnb, évidemment, on leur disait, en fait, on s'occupe de votre bien et quand vous revenez de vacances, vous le retrouvez, nickel, voilà. Oh, très bien, ok. Et donc, on les signait et nous, on les distribuait après sur Airbnb. À l'époque, il y avait HouseTrip aussi, je ne sais pas si ça existe encore. Il y avait Vimdu, c'était les frères Somewhere, il y avait etc. Bon, bref. Donc, le business tournait pas mal et tout. C'était cool, c'était intéressant. Maintenant, j'en viens à l'échec. 2 choses. Première chose, je me suis associé à une personne qui est une personne absolument formidable, que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on avait les mêmes compétences. On n'était pas du tout complémentaires. Et en fait, on n'était pas bons tous les deux sur les mêmes trucs. Et ça, c'est vraiment une erreur énorme. Parce qu'en fait, les trucs où on n'était pas bon, on pouvait pas, il n'y en avait pas un qui pouvait se reposer sur l'autre parce qu'on n'était pas bons tous les deux. Vous ne vouliez pas le faire en fait tous les deux et du coup, ça vous... C'est surtout que c'est même pas qu'on ne voulait pas le faire, on le faisait. On faisait les tâches, sauf qu'on était mauvais pour le faire.
Et donc, en fait, c'était vraiment un business de logistique et d'organisation. Et vraiment, on était les 2 dernières personnes pour faire ça. Et donc, ça, c'était une énorme erreur, un gros échec. Et aussi, avant de créer ce projet-là, on s'était pas rendu compte à quel point c'était un business de logistique. Et en fait, il faut bien se creuser la tête avant de lancer un business et se demander à quoi en fait les journées vont ressembler. Qu'est-ce qui va être le core business, le cœur de ton business, et le cœur de tes tâches au jour le jour. Parce qu'en fait, oui, c'est facile, rentrer à un très bel appartement de luxe, etc. Le signer, bon, c'est relativement facile, mais après derrière, faut s'en occuper. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment l'un de mes... Ça durait combien de temps avant que tu te dises, voilà... Ça durait 18 mois. 18 mois. Ouais, en 18 mois, on a fait quand même, on a dû rentrer 500 ou 600 000 euros de volume d'affaires, ce qui est pas mal. Sauf que ça ne nous correspondait pas du tout. On n'était pas les bonnes personnes pour ça, ni lui ni moi. On n'aurait jamais pu scaler. Donc, et c'est à quel moment vous êtes là, il faut qu'on arrête, il faut qu'on tourne la page, parce qu'en fait ce qui est dur c'est que quand on commence, surtout quand c'est le premier business qu'on fait, du coup là c'était le 2 ou 3e. 2-3e, ouais, du coup ça va. Et toujours quand c'est le premier, on a du mal à comment disent les Anglais, il faut killer kill the baby, en fait, il faut le tuer. T'as raison. Mais à quel moment vous êtes là, stop, on arrête, on tourne la page, on passe sur autre chose? Moi, il y avait une conjonction de plusieurs trucs. Le premier truc, c'est que je trouvais que effectivement mes compétences n'étaient pas bien utilisées, c'est-à-dire que j'étais pas la bonne personne pour faire ce business. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que je voyais qu'on n'était pas complémentaires tous les deux. Et alors on s'entendait très très bien tous les deux, notre relation, elle commençait à être un peu plus difficile à cause du business. Donc ça, c'était chiant. Et puis ensuite, en plus de ça, on n'arrivait pas à se rémunérer suffisamment. Et moi, j'avais ma 2e fille qui était née. Donc il fallait que je me rémunère. Et donc, j'ai dû partir pour travailler comme freelance, comme consultant pour diverses boîtes. Ok. Donc, vous avez dit, voilà, c'est le moment. Ouais, en fait, c'est moi qui suis parti. C'est moi qui suis parti. J'ai vendu mes parts à mon associé. Lui, il a continué pendant 1 an ou 2. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire rapidement, brièvement, qui est Corentin? Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, bah écoute, donc là aujourd'hui, donc j'ai 41 ans, donc j'ai deux filles. On en parlait juste avant le podcast là, deux filles adolescentes. C'est un challenge, voilà. Et donc on dirait pas, hein, on dirait que t'es encore... Ouais, je fais parfois un peu plus jeune. Et donc du coup, bah je suis j'ai plutôt un profil entrepreneurial. Pas tellement start-up en fait. Je suis plutôt en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est passer des projets de 0 à 1. En fait, arriver vraiment à, tu sais, comme on dit, partir de 0, from scratch, et en fait, à faire émerger quelque chose qui existe. C'est-à-dire que en fait, tu vas réunir des gens autour d'une idée, autour d'un projet. Il y en a qui vont te suivre, il y en a qui vont s'associer à toi, il y en a qui vont bosser en freelance avec toi, en stage, etc., que sais-je. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le lundi, il n'y a rien, et le mardi, la boîte, elle existe. Même juridiquement, elle n'existe pas, à la limite, la société. C'est genre le projet, il existe. Il y a un site web, il y a une page web, il y a 2-3 prospects. Tu vois, et c'est ça que j'aime. Ouais, donc c'est pas mal. Et c'est ça que j'ai fait beaucoup de fois dans ma carrière. Quand j'ai créé mes médias sur la gastronomie, Splendid Stay après, ma boîte de consulting en innovation, et enfin Super Capital. Ça a toujours été un peu des choses que j'ai créées from scratch avec quasiment 0 moyen. Et c'est ça qui m'enthousiasme. Et comme tu le disais au tout début, avant, effectivement, j'ai eu 2 expériences de salarié. 3 ans journaliste dans la tech, Sciences et Vie Micro, où j'allais souvent dans la Silicon Valley et à droite à gauche pour couvrir des événements. Et puis 2 ans de banquier d'affaires. Donc c'est en fait c'est un gros switch. Ouais, un gros switch, mais toujours le fil rouge de l'innovation, parce que journaliste tech, banquier d'affaires tech, toujours le fil rouge de l'innovation. Et à quel moment tu t'es dit, maintenant je vais quitter le journalisme, qui est quand même ceux qui font du journalisme, justement, ils sont des passionnés. Hein. Ouais. Donc ils aiment bien ce qu'ils font. J'ai adoré ce que j'ai fait. Et de partir sur l'entrepreneuriat. Ouais. Donc à quel moment, tu peux nous expliquer un petit peu cette transition?
Ouais, c'est une bonne question. Bah, en fait, c'est un métier absolument formidable et passionnant, journaliste. Sauf que moi, j'ai commencé en 2005. En 2005, il y avait le web qui commençait à arriver et il y avait la presse papier qui commençait à s'effondrer. Moi, j'étais dans la presse papier, pas dans la télé. Et en fait, je voyais bien que le business model de la presse écrite, il était très menacé par le web. Et le problème, c'est que dans les groupes de médias papier, ils n'avaient aucune compétence sur le web et ils n'avaient pas spécialement de vision en fait, enfin, je veux dire, quand tu étais jeune à cette époque-là, tu savais que le web, il allait tout bouffer, il allait bouffer le papier. Et en fait, les gens qui avaient 40, 50 ans à cette époque-là, donc il y a 20 ans, 20, 25 ans, bah en fait, ils n'avaient pas spécialement vu le potentiel du web et ils pensaient que le papier allait vraiment encore durer vachement longtemps. En fait, sauf que moi, j'avais très bien vu que ça allait être compliqué. Donc en fait, si tu veux, j'ai vu que j'avais un gros plafond de verre et que j'allais pas arriver à faire une carrière dans ce monde-là parce qu'ils avaient plus de moyens. Les boîtes de presse écrite, ils étaient en train de faire faillite. Et en même temps, le web en 2005 n'avait pas encore émergé vraiment. Tu vois, les business models du web, les médias web, franchement, c'est arrivé 10 ans après. C'est arrivé en 2015, tu vois. Et donc en fait, moi, j'étais un peu dans un entre-deux, dans un trou. Et je me disais, attends, le papier, ça n'a pas d'avenir, et le web, il n'y a pas de business model. Donc, comment on fait ? C'est vrai qu'à cette époque-là, en fait, c'est les réseaux sociaux qui ont poussé les médias à dire il y a quelque chose à faire, en fait. Exactement. Parce qu'à l'arrivée de Facebook, Twitter, ils ont dit il y a quelque chose à faire. Et la plupart, ils n'ont pas réussi à prendre le virage. Ouais, c'est vrai. Et en fait, surtout, c'est que c'est des nouveaux acteurs qui sont nés, en fait, qui sont spécialisés dans le média c'est exactement ça numérique. Qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle les pure players, les nouveaux acteurs. Ils sont arrivés, ils ont pris le marché, comme Webedia, par exemple. Etc. Et il y en a plein d'autres. Et c'est ça. Et donc j'ai quitté ce monde-là à regret, vraiment à regret, parce que j'adorais ce que je faisais. Et je me suis dit, attends, comment je peux rester dans l'écosystème un peu tech, innovation que j'avais vu dans la Silicon Valley et tout. Je m'étais dit, ça c'est génial. En France, évidemment, cet écosystème, il n'existait pas vraiment à l'époque. Donc en fait, j'ai commencé, j'avais 2-3 projets un peu tech et tout, mais je ne savais pas trop comment les réaliser. Et au final, à force de m'instruire sur le sujet, à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de contenu sur le web et tout. Donc, j'achetais des livres et tout, et je regardais. Et en fait, ce que je comprenais, c'était que les startups, elles se faisaient financer par des fonds. On n'appelait pas ça VC à l'époque, on appelait ça des fonds de capital risque. Et il y avait peut-être, 4-5 fonds en France qui existaient à l'époque. Et je me suis dit, attends, c'est ça que j'aimerais bien faire pour comprendre un peu comment ça marche. Et en fait, j'ai atterri dans une banque d'affaires qui s'appelle Chausson Finance ou Chausson Partner. Et en fait, qui faisait des deals tech, donc qui prenait des deals tech et qui allait les vendre, entre guillemets, au fonds. Et en fait, du coup, pendant 2 ans, j'ai appris vraiment les business models de la tech. Ça, c'était entre 2010 et 2012. C'est une sorte de scout, en fait. Un peu. Niche un petit peu les pépites. Okay. Et puis, en plus de ça, on bossait les business plans, les decks, etc. Et tout ça, ça m'a appris comment on lève des fonds, comment on investit, comment on peut gagner de l'argent comme ça, comment fonctionne l'écosystème en France. Qui était vraiment naissant, hein, c'était tout petit, tout nouveau. Comment aux US il existe, il est beaucoup plus gros et comment est-ce qu'on va évoluer vers ça. Voilà. Donc ça, j'ai tout appris à ce moment-là, donc entre 2010 et 2012. Ok, très bien. Et je sais que vous avez commencé, du coup tout ça, tu as commencé le projet de Super Capital, il me semble. Pas à cette époque-là, parce qu'en fait, moi, je me sentais pas légitime à cette époque-là pour commencer là-dessus. Et en fait, déjà, l'univers, il était quand même assez petit de l'écosystème startup. Et en plus de ça, il n'y avait pas trop de place pour des... Enfin, comment dire ouais, c'était vraiment petit. Et en plus de ça, c'était un univers très fermé. Tu vois, les banquiers d'affaires, les fonds. En fait, il y avait franchement... À cette époque-là, déjà, il y avait très peu de fonds. Et à cette époque-là, personne ne se disait « je vais créer un fonds from scratch ». C'était pas possible. En fait, ça n'existait pas. Ça vient historiquement des banques qui ont des filiales de banques d'affaires. Bien sûr, de les VC. banques, les corporates, tous ces gens qui avaient énormément d'argent. Voilà, ils créaient Mais honnêtement, à l'époque, il y avait personne qui te disait « je vais créer un fonds ou je vais créer un club deal ». Parce qu'en fait, on t'aurait dit « ok, mais comment tu vas faire ? Enfin, c'est pas possible ». Et en fait, c'est venu que beaucoup plus tard que ça. Parce qu'après, j'ai fait du conseil en innovation. Et donc c'est quand même toujours l'innovation, mais je n'étais pas dans l'investissement. Et c'est qu'en 2017, où j'ai commencé à investir des petits tickets dans des boîtes, que là j'ai eu l'idée de créer Super Capital. Ok, et comment c'est venu cette idée audacieuse de dire je fais une newsletter et je vais aller parler un petit peu de... En fait,
prendre profit un petit peu de ta compétence de journaliste. Ouais, exactement. Qui t'a aidé beaucoup pour la rédaction de ces newsletters-là. Exactement. Donc, tu avais vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Comment ça s'est passé? Bah écoute, en fait, moi j'ai commencé à vouloir investir un petit peu des tout petits tickets, tu vois, 1000, 2000 euros par-ci par-là dans des boîtes, parce que j'étais dans l'écosystème startup, donc j'avais des amis qui avaient des boîtes, j'avais des connaissances, etc. Et j'avais vu que en fait, pour investir des petits tickets dans des boîtes, c'était compliqué parce que souvent les fondateurs ils voulaient pas les petits tickets parce que c'était trop galère à gérer. Voilà. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait plein de gens comme moi qui voulaient investir des petits tickets dans des boîtes, mais qui ne trouvaient pas, qui n'y arrivaient pas. Donc, ils n'y arrivaient pas. Et les entrepreneurs eux-mêmes, ils galéraient à lever des fonds aussi quand même. Donc, je me suis dit, il faut réunir ces deux mondes-là. Et donc, en fait, mais au début, je me suis dit, et ça, je pense que c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer. Au début, je me suis dit, mais franchement, je connais personne. Je connais pas d'investisseurs, je connais pas des gens qui peuvent mettre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 dans des boîtes. Franchement, j'en connais pas. Et en fait, j'ai pris mon téléphone, je m'en rappelle très très bien, et j'ai ouvert mon répertoire et j'ai regardé, j'ai fait défiler un peu les gens. Et en fait, je me suis dit, ah attends, lui, je sais qu'il a un petit peu d'argent. Mais pas beaucoup, mais tu vois, je savais qu'il pouvait mettre 5 000, 10 000. Elle aussi, lui aussi. Et en fait, j'ai fait une liste comme ça d'une vingtaine de personnes, des connaissances que j'avais croisées, etc. Et là, j'ai commencé en fait à ces 20 personnes à leur envoyer quelques deals de temps en temps que je voyais passer parce que je disais bah voilà cette boîte là je l'ai vue à Station F qui venait d'ouvrir. Station F ça venait d'ouvrir ou à Euratech ou à n'importe où. Moi je vais peut-être mettre un petit ticket, bah regardez si ça vous intéresse, voilà. Et en fait petit à petit il y en a eu un puis deux qui ont mis un ticket, 5 000, 10 000, 20 000 et en fait je me suis dit ah si en fait ça fonctionne, ça intéresse les gens. Et en fait à partir de ces 20 personnes là ça c'était mon premier cercle. Après j'ai été chercher le deuxième cercle, donc les amis des amis. Et donc de 20 on est passé à 100 et puis à 200, etc. Enfin vraiment l'effet boule de neige. Et après j'ai passé mes années vraiment en 2019 et 2020, surtout 2019 et première partie de 2020, à faire des calls toute la journée, des visios toute la journée avec des gens que je rencontrais sur LinkedIn et sur d'autres réseaux pour leur expliquer ce que je faisais. Ils étaient chauds, ils étaient motivés, je les ajoutais et je leur partageais les deals. Et en fait, c'est comme ça que ça a explosé en 2020, parce qu'en 2020, la tech a explosé. Tout le monde s'est dit la tech c'est génial. Ils ont commencé à arriver et tout le monde en plus avec les confinements avait plus d'argent parce qu'ils dépensaient pas leur argent parce que tout était fermé. Ouais, il y avait de l'épargne. Voilà, et donc en fait j'étais au bon endroit au bon moment avec le bon produit. Et c'est souvent comme ça qu'il y a un PM, un product market fit. Moi je me souviens, c'est sur cette époque-là où il y a le confinement justement, où enfin, il y avait beaucoup de gens qui maintenant commencent à regarder tout ce qui est les podcasts, tout ce qui est youtubeurs aussi, ceux qui partageaient du contenu sur l'investissement, la crypto. Là, il y a des gens qui se sont mis dans le trading. Donc ça s'est explosé. Après, ça met en correction depuis 2023. Mais clairement, il y a eu un avant et un après 2020-2021, clairement. Là, tu m'avais expliqué que ça commençait un petit peu à se gérer. Là, vous êtes quand même pas mal 1000. Ouais. Aujourd'hui, oui. 1000 investisseurs. 1000 investisseurs. Et selon toi, en fait, comment tu avais fait pour scale, en fait, pouvoir travailler avec 20, puis peut-être 100, 500, et là, peut-être à 1000. Qu'est-ce que tu as mis en place, en fait, pour que ça scale, que tu puisses, en fait, gérer de la même qualité, trouver de bons deals et gérer tout ça à grande échelle, en fait. Toi qui aimes bien l'IA et les automatisations, alors, il n'y avait pas trop l'IA, justement, à l'époque. Franchement, en 2018-19, on ne parlait pas trop d'IA. Par contre, il y avait déjà des premiers outils d'automatisation qui commençaient à arriver. Et en fait, moi, j'ai été dans les premiers à utiliser des choses comme Phantom Buster, tu sais, qui automatise pas mal de choses sur LinkedIn. Et en fait, donc Phantom Buster et d'autres choses comme Make et tout ça. Et grâce à ces outils, en fait, j'ai pu élargir énormément mon réseau. Parce que, en fait, moi, à la base, j'ai pas de réseau. En fait, comme quasiment tout le monde, j'ai pas vraiment de réseau. Voilà, exactement. Quand tu commences, tu n'as pas de réseau ou un petit réseau. Et en fait, moi, j'ai pris conscience que ce business-là, vraiment, il faudrait un très, très gros réseau. Ça, pour le coup, tu vois, là, j'ai compris les compétences qu'il faudrait et qu'est-ce qu'il faudrait pour mener à terme ce projet. Et je sais que c'est vraiment un business de réseau. Et encore aujourd'hui, 7 ans après, 8 ans après, c'est toujours un business de réseau. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé mon année 2019. Franchement, je te mens pas. En plus des automatisations Phantom Buster, je faisais 10, 12 visios par jour, tous les jours du matin au soir, avec tous les gens que j'ajoutais, que je rencontrais et tout ça. Et de manière très, très méthodique.
30 minutes de visio, 20-30 minutes de visio, tac, 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 toute la journée. Et j'ajoutais, voilà, et lui et elle, Est-ce que tu avais une cible? Tu avais un avatar, tu ciblais À l'époque, pas trop. En fait, si, à l'époque, j'ai été vers la facilité. C'était les gens qui mettaient sur LinkedIn Business Angel. Bon, ça, c'était facile. Facile, ouais. Voilà. Évidemment, depuis, ça a beaucoup évolué. Hein. Il y avait plein d'autres choses. Mais à l'époque, voilà, c'était ça. Et puis, c'était aussi les quelques chefs d'entreprise ou les gens que je connaissais autour de moi qui avaient vendu une boîte ou tu vois. C'était ça. Ok. Et parmi les 1000, c'est des personnes que tu as. C'est quoi la tranche d'âge? C'est quoi Comment ça se présente un petit peu? Est-ce qu'il y a des jeunes ou pas? Ouais. Alors, les plus jeunes, ils ont... évidemment, c'est pas le gros des troupes, hein, mais les plus jeunes, ils ont dans les 25 ans, tu vois. Mais en général, nos investisseurs aujourd'hui, les 1000 investisseurs actifs, ils sont soit chefs d'entreprise, entrepreneurs, soit cadres, d'accord, soit à leur compte, freelance, dev freelance, ou des choses comme ça, ou DAF freelance, tu vois. Et c'est des gens qui mettent chez nous en moyenne entre 10 et 100K, d'accord. Et c'est des gens en général qui ont entre 35 et 50 ans. Ok. 35, c'est en récurrent ou c'est au total? Ça dépend, tu vois. Il y a vraiment les deux. Il y en a qui viennent avec une stratégie de long terme, que chaque année ils mettent une somme dans le véhicule diversifié et ensuite la même somme dans plusieurs startups, etc. Il y en a, ils mettent un ticket d'un coup et puis après ils se disent finalement. En fait, ce qui est compliqué, c'est que le marché du business angel, c'est que des gens amateurs, donc c'est pas des pros. Donc en fait, évidemment, ils ont une poche d'argent, mais cette poche d'argent, ils vont aussi l'utiliser pour faire de l'immobilier, pour eux-mêmes, pour se loger, ou bien pour investir, ou bien cet argent, ils vont l'utiliser pour partir en vacances. Et donc en fait, c'est pas comme un fonds dont l'intégralité de l'argent est dédiée à ça, tu vois. Et donc c'est très fluctuant. C'est vrai que quand on est débutant, qu'on n'est pas pro dans l'investissement, la première chose qui vient, c'est l'immobilier, quand on a des grosses sommes, et après sinon on se redirige directement vers de l'action, vers des produits un peu en fin de cycle, quoi. Exactement. Voilà. On n'y va pas justement pour aller prendre du risque, on pense pas à la start-up, mais je pense qu'il faut quand même, il manque un peu d'éducation là-dessus pour dire il faut y aller sur du site, pré-site, c'est le plus intéressant quand il y a du potentiel, parce qu'on prend certainement du risque, mais vers la fin, on est récompensé parfois 5 fois 10 quand la boîte se comporte bien. C'est ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans l'early stage, hein, comme on dit, donc dans l'investissement dans les startups très jeunes, c'est que d'abord, la première règle, c'est d'en faire beaucoup. Surtout, n'investissez pas que dans une seule startup, ça sert à rien. Si vous investissez que dans une seule, à part si c'est la vôtre, évidemment, si c'est la vôtre, ça c'est différent. Mais si vous voulez investir sérieusement en startup, il faut investir dans minimum 10, 15, 20 startups, minimum, grand minimum. Parce que si on prend 100 startups, sur 100 startups, il y en a 60, elles vont se crasher. Vous allez tout perdre, zéro. Donc il en reste plus que 40. Et donc les 40, il faut qu'elles compensent les autres. Donc il y en a 30 qui vont faire x1, x2, x3, des petits trucs. Et les 10 derniers pourcents, c'est eux qui vont faire ce que tu dis, x5, x10 et plus. Et c'est là que tu vas faire la perf. C'est là où tu récupères un petit peu. Est-ce que c'est statiquement approuvé, ça? Oui. Ok. Donc, vous avez, des petits insights, des petits indicateurs que vous suivez tout le temps ou... Oui, mais en fait, si tu veux, nous, on n'est pas forcément... Alors, on est un peu meilleur que celui qui va faire sa stratégie dans son coin, mais on n'est pas beaucoup meilleur. En fait, c'est faux de dire... En fait, si tu rencontres quelqu'un, un investisseur en startup, qui te dit « Moi, j'ai du nez, je sais investir dans les bons versus les mauvais », c'est du bullshit. Okay. C'est du bullshit. Personne n'a ça. Personne n'a cette capacité. Parce qu'en fait, il y a trop de paramètres externes à la startup. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on a vraiment mathématisé le truc, systématisé l'approche. Et en fait, on a une approche statistique au début. Ça veut dire qu'on investit dans 50 à 100 sociétés par an. Donc plusieurs dizaines de sociétés par an. Donc c'est beaucoup, hein. On fait comme Xavier Niel, tu sais, avec Kima. Plein de petits tickets, toujours le même ticket, 50 000 en précide. Okay. Et après, on voit, est-ce que le fondateur, il est sérieux? Est-ce qu'il nous envoie des reportings? Est-ce qu'il tient son business plan? Est-ce que, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème légal? Est-ce que machin? Au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, tu prends ces 100 boîtes dans lesquelles on investit. Finalement, il en reste plus que 15 ou 20 qui sont vraiment sérieux, qui vont refaire un nouveau tour de table. Et là, quand ils font leur nouveau tour de table, là, on investit beaucoup plus, 500 000, 1 million, aux côtés de gros fonds.
Okay. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, on met un pied dans la porte, un pied dans la boîte avec le petit ticket de 50 000. Et après, on voit ce qui se passe et on concentre le capital dans les meilleurs après. Et ça, c'est une stratégie gagnante parce qu'elle repose à la fois sur une approche statistique, donc quanti et quali, pour réinvestir dans les meilleurs. Ok, ça marche. Et là, tu as parlé des créateurs. Donc, à part le sérieux, est-ce que tu as quand même ton petit radar qui détecte un petit peu ceux qui sont... Bien sûr, ouais. Comment tu fais pour dire, ce mec-là, je pense qu'il y a du potentiel ou pas? Parce que, alors, dans la tech, c'est dur. Hein, parce qu'en fait, derrière, des gens... Très dur. En fait, les créateurs, ils ne savent pas se vendre, en fait. Donc, on a du mal à les cerner. Alors, ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens de type ingénieur, CTO, etc., qui ont beaucoup de mal à se vendre et à vendre un produit. Ça, c'est vrai. Aux États-Unis, ils n'ont pas trop ce problème parce qu'ils ont beaucoup de founders qui sont techniques et qui arrivent à se vendre. Parce que c'est plus dans leur culture et dans leur éducation de savoir se vendre dès le début, dès qu'ils sont petits. Nous, effectivement, tu as raison. Maintenant, par contre, en France, on a des très bonnes écoles de commerce et les gens savent très bien se vendre dans ces écoles. Et parfois, beaucoup trop bien se vendre. Et donc, justement, tout l'enjeu, c'est de déceler à quel point ils te bullshit et à quel point le product market fit, il est là, à quel point il y a un gros marché, à quel point cette personne-là, elle est là juste pour durer 1 an et pour s'en aller, ou pour vraiment créer un truc qui va durer, une vraie boîte. Donc le côté résilience, ambition, et il ne faut pas confondre quelqu'un qui se la raconte avec une ambition. Non, tu vois, moi je connais des gens, ils sont très ambitieux, ils ne se la racontent pas. Tu vois. Et après, c'est plein de signaux faibles comme ça, mais en réalité, toi qui adores l'IA, encore une fois, très honnêtement, on pourrait très bien, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait le fondateur de Revolut, tu as sûrement vu, il a créé un fonds basé sur l'IA, c'est-à-dire que les décisions d'investissement, elles se font grâce à l'IA. Okay. Et on pourrait très bien faire ça aujourd'hui. Honnêtement, nous, on est peut-être... Alors c'est vrai qu'on a vu passer des milliers de projets, des milliers d'entrepreneurs, donc on a plus d'expérience que la personne lambda qui viendrait et qui investirait. Mais au final, honnêtement, on ne fera jamais aussi bien qu'une IA. Donc, sur l'aspect en tout cas statistique et quanti. Par contre, après, pour analyser, remarque, tu me diras, on pourrait très bien aussi après dire à l'IA, prends-moi les 20% des meilleurs de celles-là, et les plus sérieux, et voilà. Mais par contre, il y a un truc très important. C'est une analyse de données ou les fortes. Bien sûr, c'est ça. Sauf que par contre, il y a un truc encore très humain chez nous, et ça, c'est pas prêt de changer. C'est la relation que tu crées avec le fondeur, avec l'entrepreneur, elle est clé. Parce qu'en fait, si tu as une bonne relation avec le fondeur, s'il sait qu'il peut te faire confiance, qu'il peut t'appeler, que tu peux le mettre en relation avec des gens, que tu peux l'aider, eh bien en fait, dans ses prochains tours de table, il pourra te laisser la place que tu voudras. C'est-à-dire que si ton fondeur, dans le prochain tour, il cartonne et il lève 10 millions, il y a un fonds qui peut mettre entre 5 et 10 millions, il va dire au fond, attends, tu mets 8 et j'appelle Corentin, je lui dis, ok, je te donne une allocation pour 2 millions. Et moi, je suis hyper content parce que, si tu veux, normalement, avec mes 50 000 du début, j'aurais peut-être eu droit à investir 200 000, mais pas 2 millions. Okay. Et donc, c'est là qu'on va plus loin que notre prorata, tu vois. Et ça, une IA ne pourra pas faire ça. Ok, donc je vois le relationnel, il reste quand même présent. Ouais. Et du coup, selon ton expérience, c'est quoi les pièges que les entrepreneurs, en fait, dans les pièges dans lesquels ils tombent quand ils essaient de lever des fonds? Quand ils essaient de lever des fonds, souvent ils s'y prennent à des mauvais moments, c'est-à-dire soit quand ils ont trop besoin de cash, qui sont au pied du mur, dos au mur, et là c'est très difficile, ou alors beaucoup trop tôt. Souvent, vraiment l'erreur que je vois tout le temps, c'est très tôt et ils vont voir des gros fonds. Ils sont précis, ils vont voir des gros fonds. Les gars, ça sert à rien. Franchement, à chaque fois je leur dis, pourquoi vous perdez du temps à faire 15-20 rendez-vous avec des gros fonds qui mettent des millions? Vous êtes en précide. Aujourd'hui, ils n'investiront pas chez vous, point. À part si vous êtes un serial entrepreneur et tout ça, ok. Mais il y a 9 chances sur 10 que vous ne le soyez pas. Ok, vous êtes un néo-entrepreneur, très bien, from scratch. Ne perdez pas de temps à aller voir des gros fonds. Faites votre premier tour avec des business angels, des club deals. Maintenant, il y en a suffisamment, honnêtement, en France. J'en vois. Et en plus, il y a du marketing en place. Bien sûr. Il y a de la pub. On en voit, en fait, on a l'embarras du choix, en fait. Bien sûr. Et si je te dis, par exemple, pour ceux qui veulent lever de fonds, là, on a parlé de lever de fonds, vs dette. Selon toi, en fait, c'est comment savoir quel financement faut pour son projet, à quelle période? Ouais, c'est une bonne question. Alors, en fait, il y a deux types. Soit tu lèves du capital
Et une fois que tu as levé du capital, donc de l'equity, une fois que tu as levé ce capital, tu fais levier sur ce capital pour aller lever de la dette en plus. Donc, c'est-à-dire, tu lèves 1 million, tu vas voir la banque, tu lui dis, regardez, j'ai 1 million. Bah, la banque, elle va pouvoir te prêter 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 de plus. Okay, parce que la banque, elle va avoir des fonds propres. Ce qu'elle veut voir, c'est des fonds propres. Ou alors, tu as une approche où tu ne lèves pas d'argent, tu ne lèves pas de capital. Tu fais une activité qui rapporte à la fois du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Tu construis ton bilan, ta solidité financière. Tu as un premier bilan avec un résultat positif, un deuxième bilan avec un résultat positif. Là, tu vas voir la banque, même sans lever d'argent, tu lui dis, bah voilà, mon activité, elle est pérenne, elle génère du cash chaque année. Et donc là, elle va pouvoir te prêter également. Ok, est-ce que par exemple, je peux prendre de la dette mais pas y toucher en fait, juste ça reste dans le dans les comptes et ça juste permet de rassurer un petit peu les investisseurs. Ouais. C'est plutôt bien, c'est plutôt sain parce que alors après faire ça trop longtemps, trop de fois, c'est con parce que ça te coûte des intérêts. Alors c'est peut-être pas la meilleure truc à faire, mais en tout cas oui, généralement une boîte très saine, elle va avoir du capital et de la dette et finalement elle va toujours garder un matelas de sécurité, un gros matelas de sécurité pour fonctionner et faire face aux aléas. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, est-ce que c'est une startup qui génère de la rentabilité aujourd'hui ou pas, tu vois. Et évidemment, les startups, la plupart du temps, elles n'en génèrent pas. Ouais, au début, ouais. Est-ce que selon toi, toutes les startups devraient lever de fonds? Est-ce qu'ils sont compatibles? Non. Non, elles ne devraient pas toutes lever de fonds. Et d'ailleurs, c'est un réflexe trop souvent. C'est trop souvent un réflexe, je pense, aujourd'hui. Et en fait, non, parce que tu peux te dire, ok, en fait, tu dois lever des fonds si tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, une énorme période de recherche et développement de plusieurs années avant de faire du chiffre d'affaires, franchement, tu n'as pas le choix. Tu dois lever. Ou bien si tu as vraiment un marché sur lequel, pour émerger, il te faut des grosses dépenses marketing, ok, tu n'as pas le choix. Enfin bref, il y a plein de choses. Mais après, si tu as un business qui est intrinsèquement rentable, ton business model, il est intrinsèquement rentable, en fait, lever des fonds, ça va juste te permettre d'accélérer, mais ça va te diluer aussi. Donc, si tu es sûr de ton coût, si tu es sûr de ton business model, si tu n'as pas forcément besoin de trop d'argent, etc., va peut-être un tout petit peu moins vite et lève pas de capital. Au moins, tu seras chez toi, tu seras très bien. Et peut-être que le moment venu de lever des fonds, ce sera peut-être dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Des fois, moi, j'ai vu des boîtes ne pas lever de fonds pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans et lever un gros tour de table au bout de 5-6 ans parce qu'ils avaient appuyé leur business model, il était solide, tout était bien cadré, bien processé. Et ça, c'est souvent plus sain et plus, finalement, tu vas te diluer à peu près de pareil, d'une vingtaine de %, sauf qu'au bout de 5-6 ans, ta boîte, elle vaudra plus normalement, et donc tu vas lever beaucoup plus. Ouais, la valeur, elle augmente et surtout tes parts, ils augmentent la valeur de tes parts que tu as initialement. Exactement. Alors que si tu te dilues direct dès le début à 20% pour quelques centaines de milliers d'euros, ok, mais il faut être sûr de tenir la cadence après, tu vois. Effectivement, ok. Corentin, on parle beaucoup de start-up, de création, mais la reprise reste toujours méconnue. En fait, les gens ne savent pas que ça existe, en fait, racheter une boîte. Ouais. Selon toi, c'est quoi les avantages et les difficultés d'une entreprise, en fait, par rapport à une création quand on va reprendre? Donc, ces avantages et ces difficultés, en fait, à la fois. Ouais. La reprise d'entreprise, effectivement, c'est intéressant. En fait, quand tu reprends une boîte, tu gagnes peut-être 5 à 10 ans. Tu gagnes 5 à 10 ans. Parce qu'en fait, quand tu crées une boîte au début, tout est lent, tout est long, parce que les gens ne te connaissent pas. Il faut faire émerger la marque. C'est très dur parce que tu es une goutte d'eau dans l'océan. Et on est tous bombardés de centaines de messages par jour, de pubs, de logos, de tout. C'est impossible de retenir. Franchement, je te demande, là, sur ton trajet aujourd'hui, tu es venu là jusqu'ici, combien de logos tu as vu et combien tu en as retenu? Franchement, tu sais pas. Il y en a tellement. On a développé une résistance à ça, en fait, en plus. C'est ça. Exactement. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui te marque pour retenir le nom, retenir Exactement. Et donc, si tu veux reprendre une boîte, en fait, tu enlèves toutes ces années, ces 5 à 10 ans, où tu dois installer une marque parce qu'en fait, c'est déjà là. La marque, elle existe déjà, elle est un petit peu connue, elle est déjà là, c'est cool. Donc forcément, c'est ça que tu payes en fait. En fait, bon, évidemment, tu payes aussi le chiffre d'affaires, tu payes la rentabilité, mais en fait, c'est ça que tu payes. Tu payes l'accélération du temps.
Et voilà. Et ce qui est intéressant dans une reprise de boîte aujourd'hui en France, c'est qu'il y en a beaucoup des boîtes à vendre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, on a quand même un système bancaire qui est très solide, qui est très intéressant et qui permet en fait à des gens qui ont un apport de pouvoir quand même racheter des boîtes assez solides. Puisque tu vois, je te donne un exemple, le dernier deal de reprise d'entreprise que l'on a fait chez Super Capital, le repreneur, il a amené 300 000 euros de son argent personnel, ok, mais ça peut être moins, hein, mais pour des plus petits deals, mais là c'était 300 000. Nous, on a investi 1 million à côté de lui, et en fait, il a racheté une boîte qui fait plus de 4 millions. En valo. Ouais, parce qu'en fait, 1 million plus les 300 000, ça fait 1,3 million, et le reste, on a été le prendre en dette bancaire. Donc en fait, tu vois, il a mis 300 000 sur la table et finalement il a récupéré une boîte qui fait plus de 4 millions de chiffre d'affaires, qui vaut plus de 4 millions, qui est rentable, qui existe depuis 50 ans. Donc en fait, si tu veux, donc évidemment tout le monde n'a pas 300 000, mais tu peux faire ça avec 50 000 ou 100 000, tu vois, et tu peux faire ça en amenant 100 000, en trouvant des gens qui co-investissent à tes côtés et en empruntant le reste et en allant choper une boîte qui fait 1 million, 2 millions, tu vois, et c'est vachement intéressant. C'est beau. Et comment on déniche un petit peu ces boîtes-là? Est-ce qu'il y a des plateformes? Ouais, c'est ça qui est dur. Je sais pas, il y a des oui, sites. il y a des plateformes. Oui, il y a des plateformes. Il y a quelques plateformes qui existent en France et aux US, un peu partout. Mais surtout, en vrai, ce qui marche vraiment bien, c'est le réseau. C'est comme d'habitude, c'est le réseau. Tu rencontres des gens, t'en parles, tu dis tiens, je cherche une boîte à peu près de cette taille-là, dans telle industrie. Ok, tu le dis 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Au bout d'un moment, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, Abder, tu m'avais pas parlé que tu cherchais une boîte, machin, ouais, j'ai peut-être un truc pour toi. Et du coup, c'est plutôt les banques qui appellent ou c'est des connaissances de connaissances? Oui, il y a des banques d'affaires, des intermédiaires de banques d'affaires, oui. Et il y a aussi beaucoup de réseaux. Il y a aussi beaucoup des experts comptables, des avocats, des gens comme ça qui bossent avec les dirigeants et qui sont souvent les premiers au courant. Ouais, c'est vrai qu'ils sont ceux qui sont frontales en fait. Exactement. Ok. Et c'est quoi les difficultés derrière pour le repreneur VS création, ouais, la difficulté, c'est que tu peux pas faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu reprends une boîte. Souvent, il y a des salariés. Ils sont là des fois depuis 20 ans, 30 ans. Ils sont un peu chez eux en vrai. Donc, tu vas pas tout changer d'un coup comme ça. Il y a que Elon Musk qui fait ça. Toi, tu viens, le gars, il est là, la fille, elle est là, elle travaille bien, ça fait 20 ans, tu vas pas tout changer. Enfin, tu vois. Ouais, c'est clair. Lui, il a viré 80% de Twitter. Voilà, il est milliardaire, c'est différent. Toi, tu es là, tu as mis toutes tes économies, tu veux que la boîte, elle tourne. Et tu vois bien qu'il y a des gens qui sont là, ils sont efficaces, ils sont bien. Donc, déjà, au début, il faut prendre en main la société. Ça, c'est difficile. Il faut intégrer les gens. Et tu peux pas tout changer d'un coup. Tu peux pas faire x3. Tu sais, les super startups, elles font peut-être x3 d'une année à l'autre. Franchement, en reprise d'entreprise, tu vas pas faire x3 d'une année à l'autre. Hein. Tu vas faire peut-être 10% de croissance, 15% de croissance, ce sera déjà bien. Et maintenir la rentabilité. Voilà. Ouais, c'est vrai, moi, je vois en fait souvent ceux qui font une reconversion, qui ont un emploi en fait, ils préfèrent en fait aller racheter. Oui. Parce qu'ils voilà, n'ont pas le temps d'aller créer from scratch. Ouais. Alors, ils n'ont pas cette énergie aussi. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie. Ils savent pas, ils n'ont pas les compétences. Et parce qu'ils ont souvent été dans des grosses boîtes, tu sais, dans les corporates, comme on dit, où ils ont eu des assistants, des équipes, etc., un confort. Et en fait, ils quittent ça et ils peuvent pas mettre les mains dans le cambouis eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais vraiment fait, tu vois. Et en fait, alors il y en a qui arrivent, hein, mais c'est très rare. Et tu as tout à fait raison, la plupart du temps, ils s'en vont, ils touchent un gros chèque de l'employeur parce que ça faisait 20 ans qu'ils étaient là, ils touchent un gros chèque, et avec ce gros chèque, effectivement, ils vont racheter une boîte et ils vont retrouver ce confort avec des salariés, des équipes, des machins, etc. Ouais, donc ils ont le système qu'ils ont l'habitude de... Très bien. Exactement. Là, sur les boîtes que tu accompagnes, quel est là, en fait, le pourcentage de celles qui font de la tech, pardon? Alors, donc dans nos activités de startup early stage, c'est 90%. 90% qui font de la tech. Donc, c'est orienté tech, en fait, principalement. Okay. Complètement. Et par contre, dans la partie reprise LBO, là, c'est pas tech, c'est tout secteur. Okay. Et selon toi, en fait, comment en fait un entrepreneur en fait peut mettre de l'IA en place pour scaler ou peut-être pour démarrer, pour accélérer? Est-ce que tu vois des exemples concrets en fait Ouais. Encore une fois, il y a deux typologies. Il y a les startups qui font ça depuis le début et il y a ceux qui implémentent ça dans une société traditionnelle. Je pense que implanter ça dans une société traditionnelle,
c'est relativement compliqué parce qu'il faut faire changer les habitudes des gens, il faut faire évoluer les postes et les mentalités. Mais si tu arrives à bien le faire, à bien l'amener, et surtout humainement, je pense que tu peux gagner, franchement, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, 20, 30, 40% de productivité. C'est génial. Mais il faut surtout hyper bien l'amener. C'est beaucoup de communication, beaucoup de travail avec les équipes. Et en fait, parce que je pense que la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte à quel point il y a toute une partie de leurs tâches qui peuvent être améliorées avec l'IA, tu vois. Ouais, nous, ce qu'on vend Ouais. avec la startup, en fait, c'est faire gagner 20 heures de travail à une équipe. Ben voilà. Donc, en automatisant un petit peu les tâches C'est répétitives. 20 heures par semaine? Par semaine, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Donc, c'est énorme. On dirait c'est un salarié à mi-temps, en fait. C'est ça. Ou un stagiaire. C'est énorme. Mais c'est tout à fait vrai et c'est tout à fait possible. Moi, tu vois, ces derniers mois, j'ai automatisé pas mal de choses avec Make. Franchement, j'ai gagné une bonne heure par jour. Franchement, une heure par jour, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est excellent. Beau. En fait, c'est Make, Inuiten. En fait, maintenant, avec l'IA, on peut faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, l'analyse sémantique aussi, il comprend un petit peu ce qu'on voulait faire. En fait, la création de contenu aussi, on peut la faire. Ouais. En fait, il y a pas mal de choses. En fait, ça nous donne pas mal de possibilités. Mais c'est très bien. Et donc, toi, tu as utilisé en fait le no-code, ce que tu m'avais dit. Tu as utilisé en fait, tu fais de l'automatisation pour scaler. Ouais. Donc, c'est pas mal. Est-ce que toi, tu penses que maintenant, celui qui fait pas ça, il fait une erreur? Oui, forcément, il fait une erreur parce qu'il va être moins compétitif que ses concurrents. Il va être plus lent, il va être forcément peut-être moins rentable, etc. Et donc forcément sur le long terme, alors évidemment, au bout de 6 mois, on s'en fout, il ne va pas le voir. Au bout d'1 an, il ne va pas le voir. Au bout de 2 ans, il va commencer peut-être, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si tu fais rien pendant 3, 4, 5 ans, forcément qu'à un moment, tu vas le payer. Okay. Tu vas le payer. Est-ce que toi, par exemple, tu t'investirais dans des boîtes tech qui ne font pas de l'IA et qui s'en foutent, ils disent, nous, on est human first? Non. Non, parce que philosophiquement, c'est très intéressant. Sauf que il y a une loi du marché. La loi du marché, c'est la loi du plus fort. Ouais, productivité en premier. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je suis évidemment 100% pour des projets humains, des projets respectueux, des super trucs. Mais si ce projet humain, il se fait tuer par le projet full IA en face, bah, tu auras tout perdu. Donc, en fait, l'intérêt, c'est toujours pareil, c'est d'utiliser le no-code et l'IA comme des outils pour améliorer la performance et la rentabilité, mais pas que pour l'argent. C'est pour construire derrière des trucs plus gros, plus intéressants. C'est toujours pareil. Et du coup, est-ce que la partie IA maintenant peut remplacer l'accélération qu'on faisait avant par le recrutement en fait? Avant, on recrutait pour accélérer. Ouais, c'est un très bon point. Bah, tu as vu comme moi sûrement plein de posts sur LinkedIn ces derniers mois qui disaient ça et qui montraient des exemples de boîtes qui ont scalé en 6, 12, 18 mois. À là où des boîtes B2B SaaS traditionnelles mettaient 5-6 ans. Ouais. Ils ont divisé par 3 en fait le temps de scaling. Donc oui, clairement, je pense que c'est possible. C'est pas simple à faire quand même. C'est clairement ça pas demande, simple. Ça demande de l'accompagnement technique. Clairement. Mais c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Okay. Et maintenant, sur les boîtes là que tu accompagnes, par rapport à ton expérience, c'est quoi les ingrédients que tu vois, les ingrédients clés que tu as identifiés qui font de ces startups-là qui vont aller vraiment sur le scale, ils vont le réussir en fait? Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, bah s'il y a ces ingrédients-là, c'est bon? Bah, tu sais, il y a le fameux truc de Paul Graham qui disait do things that don't scale. Et en fait, effectivement, au début, je pense qu'il faut vraiment faire des choses manuellement tout seul, main dans le cambouis pour comprendre le truc. Ouais. Mais en fait, là où il faut être intelligent, c'est arriver à pivoter, arriver à passer de ce mode-là au mode scaling automatisé IA. Et c'est ça qui est compliqué à faire, c'est de passer de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, mettre les mains dans le cambouis, faire les choses, etc., il y a des gens qui n'arrivent pas trop à le faire, mais il y a plein de gens qui arrivent à le faire très bien. Ils arrivent à se débrouiller, ok. Mais maintenant, mettre tout ça, en fait, théoriser et conceptualiser tout ça pour l'automatiser et le scaler, c'est ça qui est hyper compliqué et qui nécessite vraiment de réfléchir et d'agir. Et une fois que tu as réussi à faire ça, et évidemment, sur le chemin de ça, il y a plein de bugs, toujours plein de bugs, tu le sais très bien, mieux que moi. Il faut résoudre tous ces bugs un à un. Et à un moment donné, tu vas arriver à un moment donné où ton produit il va être meilleur que si c'est toi qui l'avais fait,
où il en saura autant que toi, mais il le fera beaucoup plus vite. Et là, si tu arrives à faire ça, c'est génial. Ouais, bah c'est ça. En fait, il faudrait juste prendre le temps et se dire, bah, là, je le fais manuellement. Demain, je pourrais l'automatiser. Et là, Exactement. on scale. C'est pour ça la tech, c'est très bien parce qu'on scale à moindre coût, en fait. Exactement. Scale à moindre coût, mais le passage est difficile. C'est comme toujours, la transition est difficile. La transition. Il faut qu'on ait... ouais, c'est vrai qu'il faut bien se tenir quand on fait le scale. C'est très bien. Pendant ta carrière, en fait, surtout chez Super Capital Ouais. ou même quand tu avais quitté le journalisme, Ouais. est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments de doute où tu te dis, bah, Ouais. Ouais. là c'est compliqué? Ouais, bien sûr. En fait, alors j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure du business model de la presse qui était difficile et tout ça, mais c'était encore dans ma période où j'étais au tout début de ma carrière. Effectivement, j'avais fait du salariat, etc. C'était différent. Quand tu es à ton compte et depuis longtemps, je parle pas quand tu es à ton compte depuis 6 mois, 12 mois, 2 ans, bon, c'est rien. Quand tu es à ton compte comme moi depuis, je sais pas, 15 ans, en fait, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix parce que tu n'as pas de chômage. Personne va t'embaucher. Qui va m'embaucher moi? Personne, parce que je fais peur à l'employeur, comme tous les entrepreneurs, je fais peur aux employeurs parce qu'ils vont se dire ok, je vais pas pouvoir lui demander de faire ce que je veux faire parce qu'il voudra pas, parce qu'il a goûté à la liberté, etc. Et voilà. Donc quand tu es entrepreneur, tu es condamné à être entrepreneur. Donc il faut bien réfléchir. Tu peux évidemment tester 1 an ou 2, mais au bout d'un moment, si tu persistes 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, sache que tu ne pourras quasiment plus jamais revenir en arrière. Donc ça, il faut bien l'intégrer. Donc moi, évidemment, comme tout entrepreneur, j'ai des périodes de haut et de bas. Et oui, des périodes de doute, j'en ai eu plein. Et des fois, tu sais d'ailleurs, des fois, il y a des trucs un peu marrants sur le web qui circulent où ils montrent un peu le mindset d'un entrepreneur au sein même de la même journée. Et en fait, des fois, c'est... Putain, ouais, montagne russe, c'est-à-dire, je suis Elon Musk, j'ai la meilleure boîte du monde, je suis en train de tout défoncer, machin. Ça, c'est le matin. Et l'après-midi, t'as eu une mauvaise nouvelle, putain, je vais arrêter, je vais devoir mettre la clé sous la porte, je vais être ruiné. Et franchement, c'est presque pas exagéré, c'est vraiment comme ça, parce que tu signes un contrat, 2 contrats, 3 contrats, t'as la baraka, tu fais le meilleur chiffre d'affaires ce mois-ci, sur le mois de juin, tu fais le meilleur chiffre d'affaires de l'année, ou des 3 dernières années, tu dis, ça y est, je suis arrivé. Le mois d'après, bam, moins 50%. Et là, tu fais, putain, j'arrête tout. Ok. Est-ce que y a eu des moments où tu as dit je vais tout arrêter, Ouais, je bien vais sûr. tout planquer Ouais, bien sûr. Comment t'en es sorti en fait de ces moments-là? Bah en fait, d'abord, t'as pas trop le choix, comme je disais. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Dans l'entrepreneuriat, il faut être persévérant, mais il faut pas être têtu. Donc en fait, il faut persévérer si tu penses que c'est bon sur le long terme. Mais par contre, sur le chemin, tu vas quand même forcément avoir des problèmes. Donc en fait, tu réessayes. Au bout d'un moment, si tu vois que ça marche pas, bah en fait, soit tu sais que sur le long terme, ce que tu fais, c'est bon, et donc tu continues, mais il faut que tu trouves à côté des choses à faire. Donc, je sais pas, tu vas faire du consulting à côté. Si tu as un produit tech, par exemple, mais qui se vend pas, mais que tu sais qu'un jour, il se vendra, à côté, tu vas faire du consulting pour faire rentrer du cash, pour attendre ce moment où tu vas avoir le product market fit. En fait, c'est ça. C'est que tous les entrepreneurs doivent attendre le product market fit. Mais attendre, ça ne veut pas dire ne rien faire. Parce que quand je dis attendre, ça veut dire qu'il va se passer peut-être 6 semaines, 6 mois, 6 ans, 20 ans. Tu vois, Nvidia, franchement, il a vraiment cartonné dans les années 2022-2023 avec l'IA. Mais Nvidia, ça fait 40 ans qu'il existe. Il faisait des cartes graphiques. Alors, c'était une belle boîte déjà. Mais avec la crypto aussi, ils ont quand même... Voilà, donc 2020, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, 10 ans avant, jamais ce serait... alors, ok, c'était déjà une belle boîte, mais c'était pas un truc de malade mental d'une des plus grosses boîtes du monde, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, le product market fit, personne ne sait quand il va arriver. Personne. Mais du coup c'est se dire... D'ici là, il faut réussir à tenir, entre guillemets, à survivre. Et donc, d'ici là, tu fais du consulting, tu vends un autre produit, tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre l'entrepreneuriat. C'est tout faire pour arriver au product market fit et tout faire pour survivre tant que ce product market fit n'a pas eu lieu. Voilà. Donc, c'est très bien. Quels sont les sacrifices en fait que tu as dû, les plus difficiles, on va dire,
que tu as dû faire pour ils ont été entreprendre? Nombreux. Ouais, ils ont été nombreux. Tu vois, il y a forcément, en fait, un moment quand tu es entrepreneur, en fait, au début, voilà, c'est cool, tu te lances et tout, tu as tes potes, eux, ils sont salariés, la plupart, ils sont salariés, tout ça, bon, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, si ta boîte, elle prend pas trop, elle marche pas trop et tout, eux en fait, ils continuent dans leur carrière, ils évoluent, ils ont des augmentations, ils passent des postes, etc. Ils achètent Et il y des a un voitures, moment, ils partent en vacances. exactement. Et en fait, il y a un moment où toi, tu es là, tu galères. Tes potes, ils partent en vacances, comme tu dis, ils s'achètent des maisons, etc. Et tu vois qu'ils ont des super postes, qu'ils sont bien payés. Et tu dis, mais en fait, à quoi bon? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il aurait fallu que je prenne le choix, entre guillemets, de la facilité. Et en fait, j'aurais été bien mieux. Et donc ça, c'est difficile de voir ça, parce que tous les entrepreneurs l'ont vécu à un moment ou à un autre. Ça, c'est dur. Et puis après, forcément, il y a des sacrifices financiers. En fait, si tu veux, tu as des années qui sont très fastes. Tu as des périodes aussi de ta vie qui sont très fastes parce que ta boîte, elle marche super bien, etc. Et tu as des périodes de ta vie qui sont aussi beaucoup plus difficiles financièrement. Moi, un gros coup difficile, ça a été que j'ai dû vendre ma maison pour retourner dans mon ancienne maison parce que j'avais des problèmes de cash. Donc, j'avais acheté une maison, j'avais gardé ma maison d'avant. Et donc j'ai vendu ma nouvelle, je suis retourné dans l'ancienne parce que j'avais besoin de cash et c'était une période où la boîte marchait pas forcément très bien. Donc ça, c'est difficile. Ouais, ça devrait pas se plaire aux enfants voilà. et madame. Mais sauf que c'est comme ça, t'as pas le choix. Quand tu es entrepreneur, il n'y a personne qui va t'aider. C'est un choix dur en fait. Ouais. Ouais. Non, mais c'est compliqué en fait, ces moments-là en fait. Et comme tu es papa, père de famille, 2 enfants, deux filles ouais. Ok. Et comment tu as réussi en fait à tenir en fait cet équilibre-là pro-perso, sachant que c'est dur en fait, surtout quand on est founder d'un capital, super capital investi. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est une question pour tous les entrepreneurs qui est vraiment au cœur du truc. C'est difficile parce qu'en fait, on est souvent obsédé par sa boîte. On est très obsédé par sa boîte. Et il faut réussir en fait à sortir de ça pendant des périodes de plusieurs soirées, plusieurs jours, plusieurs week-ends, etc. Et arriver à dire, ok, je n'y pense plus, mais surtout, je n'en parle plus. J'en parle plus à ma famille, j'en parle plus à mes amis. Et en fait, il y a un truc, c'est qu'il faut réussir à avoir des amis et de la famille très diversifiée, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu de l'entrepreneuriat. Parce que si tu es toujours que avec des gens dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu vas toujours parler que de ta boîte, et rien d'autre. Et en fait, du coup, ça va t'enfermer là-dedans. Et du coup, ton côté familial et tout ça, tu vas le laisser de côté. Alors que si, en fait, au contraire, tu arrives à laisser de côté ta boîte pendant quelques jours, des soirées, des week-ends, et que tu as des amis qui font complètement autre chose. Tu vois, moi, mon meilleur ami, alors bon, c'est le mauvais exemple parce que maintenant, il est à son compte. Mais pendant longtemps, il était assez éloigné de l'entrepreneuriat. Il était plutôt dans artiste, comédien, etc. Et donc ça, c'était toujours agréable de discuter, ou même avec plein d'autres amis qui ne sont pas du tout là-dedans. Parce que tu vois, on ne va pas parler d'entrepreneuriat parce que ce n'est pas leur problématique, ce n'est pas leur vie. Tu vois. Et moi, j'adore parler d'entrepreneuriat avec plein de monde, mais sauf que comme toute chose, si tu fais que ça à l'excès, 100%, en fait, au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Et en plus de ça, tu es insupportable pour ton entourage. Tu es insupportable pour ton entourage et pour ta famille. Donc, il faut oublier ça. Il faut surtout avoir des intérêts autres que ta boîte et que l'entrepreneuriat. Et surtout parce que le jour où tu vas arrêter, tu vas vendre ta boîte. Si tu n'as aucun autre intérêt, tu vas déprimer. Ouais, c'est vrai que tu passes d'un niveau... Moi, je parle souvent de l'ascenseur de la conscience. Ouais. L'ascenseur de la conscience, c'est que quand tu travailles, que tu es avec tes clients, avec tes équipes, en fait, tu montes les étages au 5e ou 7e étage. Ouais. Et en fait, quand tu rentres à la maison, les enfants, si tu veux jouer avec eux, si tu restes au 5e étage, tu vas être insupportable. Clairement. Tu vas être le mec qui s'en fout, qui est là, il a la tête ailleurs. Ouais. Du coup, il faut baisser l'étage. Je suis d'accord. Au rez-de-chaussée, au 2e, pour pouvoir en fait faire monter le petit sur le dos, faire le cheval et jouer au clown avec lui. Bien sûr. Donc c'est compliqué en fait. Il faut savoir en fait jouer avec les étages, en fait, monter, descendre. Tout à fait. Non, je suis complètement d'accord et en fait il faut réussir à se mettre à s'adapter pas à ton audience, mais aux personnes avec qui tu es, avec tes enfants, à ton interlocuteur, soit avec tes enfants, soit avec des gens qui n'ont rien à voir avec ton milieu. Et en fait, je pense que c'est ça la grande force
si tu veux réussir à avoir une vie équilibrée, c'est arriver à t'adapter à ton interlocuteur en permanence. Et parce que les gens qui restent trop dans leur milieu avec leur jargon, tu sais, moi, dans ma vie personnelle, j'essaye de jamais utiliser de mots tech, anglicisme, etc. Parce qu'en fait, ça parle pas aux gens. Ouais, c'est dans ton monde en fait. Voilà, tu vas dire liquide pref, VC, etc. Les gens ils vont dire qu'est-ce que c'est ce truc. C'est vrai. Et c'est pour ça que les gens en fait ils trouvent les CEO, en fait les directeurs, ceux qui ont des postes un peu plus de responsabilité. En fait, les gens qui sont, on va dire, les travailleurs, ou même les devs, ils les trouvent un petit peu arrogants. Voilà. C'est juste, en fait, ils sont au 7e étage, ils traitent des sujets un peu plus compliqués. Et ils n'ont pas le temps au boulot, en fait, en tout cas, ils n'ont pas le temps de faire comme ça. Ouais, c'est ça. Comment descendre. Ils maintiennent le niveau parce que sinon, ils ne peuvent pas, en fait. Exactement. Et moi, je les comprends, ces gens-là, parce que, voilà, tu vois un petit peu leur mindset, ils sont concentrés. Ouais. Et après, voilà, ça, c'est de notre côté à comprendre un petit peu que il y a des situations qui sont comme ça et que voilà, faut pas en vouloir en fait. Non, et puis tu vois, mais en fait, le problème, c'est le culte de la performance. Parce que souvent, tu vois, évidemment, dans l'entreprise, il y a le culte de la performance et c'est un peu normal. C'est un peu normal, tu vois. Mais en fait, si tu appliques ce culte de la performance dans tous les domaines de ta vie, mais ça devient insupportable. Parce que tu sais, tu vas toujours vouloir plus, vouloir mieux, vouloir. Non, en fait, il faut s'arrêter. Il y a un moment, c'est pas grave. Vas-y, tu viens, tu vas prendre une petite glace avec tes enfants, ça va peut-être pas être le meilleur glacier, c'est pas grave, on s'en fout. Tu passes un bon moment, etc. Et c'est ça qui est difficile, je trouve, ce côté un peu performance à tout prix versus vie normale, tu vois. Ouais, détente, exactement. Ça marche. C'est quoi l'investissement le plus fou que tu avais fait le plus fou, c'est une sacrée question. En fait, je vais dire, on a investi dans une boîte. À la base, c'était pas spécialement fou. C'était des gens qui faisaient des applications mobiles. En fait, ils éditaient leurs propres applications dans plein de verticales. Ok. Bon, voilà, c'était intéressant. Sauf qu'ils ont pivoté une première fois où ils se sont concentrés sur une seule de ces applications qui était du fasting, intermittent fasting, tu sais, les régimes rapides là. Ça n'a pas trop mal marché. Après, ils ont repivoté une autre fois, je me souviens même plus ce qu'ils faisaient. Et ensuite, ils ont encore repivoté une dernière fois. Et c'est là, en fait, qu'ils ont trouvé le product market fit et que ça a explosé complètement. Et c'est une boîte, en fait, qui fait des publicités vidéo à base d'IA. Bah, justement, toi qui aimes l'IA, ça s'appelle Arcads. Et c'est une boîte qui est en train d'exploser, un truc de malade. Et en fait, ils te créent des publicités, des ads pour Instagram et tout ça, avec de l'IA. Donc, il y a pas les gens que tu vois dedans, c'est des gens qui n'existent pas. Et c'est bluffant. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a investi dans une boîte qui faisait complètement un truc différent. Ils ont pivoté une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de la 4e fois, c'est ça qui marche. Ok, ouais, c'est improbable. Voilà, improbable. Mais ça, j'en connais plein. Même pas des boîtes dans lesquelles nous, on investit, mais d'autres gens que je connais qui avaient levé de l'argent sur un truc de jeu vidéo, je crois. Ils ont pivoté, finalement, ils ont fait une régie publicitaire pour la télé connectée. Et ils ont vendu ça à des centaines de millions de dollars. Et en fait, alors que le premier truc, il n'a jamais marché. Non, c'est faux. Et c'est quoi le petite erreur drôle que tu avais vu dans un pitch un pitch qui a foiré, mais a quand même a réussi finalement. Est-ce que tu as déjà vu des cas comme ça? Un pitch un peu marrant, avec une erreur, avec des fautes comme ça. Oui, attends, c'était quoi tu sais, souvent c'est des termes qui sont pas les bons, ou alors des calculs de valo, tu sais. À la fin, ils disent OK, je vais lever tant, genre 1 million contre X% du capital, et là il te met une valo et ça a rien à voir. Tu sais, la règle de 3 n'est pas bonne. Donc en fait, tu lui dis mais attends, non mais là il y a un truc qui va pas. Ah oui, désolé. En fait, il reprend le truc et finalement ça marche, tu vois. Mais non, après souvent les gens au début, c'est comme tout, tu as du mal à pitcher au début parce que c'est compliqué et tout ça. Et en fait, au bout de la 20e, 30e fois que tu pitches, tu es devenu excellent. Donc en fait, il y a une énorme courbe de progression. Okay, ça marche. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens
où tu t'es dit, bah, si je faisais pas ça, j'aurais jamais eu l'occasion de les rencontrer? Ah ouais, moi tout le temps aujourd'hui dans ma vie, tout le temps, parce qu'aujourd'hui je ne rencontre que des gens incroyables, soit côté entrepreneurs qui font des trucs incroyables, mais soit surtout beaucoup côté investisseurs. Parce qu'en fait, les investisseurs que je rencontre, bah, c'est des gens qui ont forcément beaucoup d'argent, et la plupart du temps, enfin même tout le temps, c'est des gens qui ont créé cet argent tout seuls. Et donc en fait, ils ont fait des trucs incroyables. Tu vois. Bah, par exemple, tu vois, je connais un de mes investisseurs, il fait des jeux vidéo sur mobile. Et en fait, ils sont très peu dans la boîte. Hein. Ils sont genre 3-4 dans la boîte. Et ils arrivent à générer 150 000 euros par jour. Tu vois, tu dis, ah oui, ça existe. C'est incroyable. T'as ça. T'as, je sais pas, un mec, je connais, ils sont 2 dans la boîte, lui et sa femme. Juste 2. Et en fait, ils arrivent à générer pareil, genre 1 million par mois. Et en fait, juste avec. Ça, c'est le vrai business. Ouais, juste avec. En fait, c'est un concours de photos. C'est un concours de photos en ligne. Tu vois, mais des exemples comme ça, mais j'en ai plein. Wow. Il faut qu'on refasse une nouvelle. Ouais, un nouvel épisode. Ouais. On va aller rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais te poser des questions du tac au tac. Tu me diras en 3 mots, tu me réponds. Ton livre indispensable pour tout entrepreneur? Pour tout entrepreneur, écoute, alors j'en ai un que j'aime beaucoup, ça s'appelle Dans la lumière des peintres. C'est sur la famille Magd, qui est une famille de collectionneurs d'art. Ok. Et parle de quoi? De toute la saga familiale à partir du grand-père qui est parti pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est parti de Paris pour s'installer à Cannes et il a vu qu'à Cannes, il n'y avait pas de galerie d'art en 1944. Ouais, donc c'est comment il a entrepris en fait, ouais, c'est ça. Okay. Il a commencé à créer sa première galerie d'art à Cannes en 1940 et en fait, il y a Picasso et tous les grands qui sont venus lui donner leurs œuvres à vendre parce qu'il n'y avait pas de galerie à l'époque là-bas. Et en fait, il a construit ça petit à petit et maintenant, c'est un empire. Ok. Est-ce que ton citation qui te booste le matin? Moi, j'aime beaucoup la citation qui dit je ne suis pas difficile, je me contente du meilleur. Ah, c'est pas mal celle-là. Ok. Et est-ce que tu as un entrepreneur qui t'inspire tous les jours? Il t'a inspiré en fait pendant ta carrière? Parce qu'en fait, ça dépend un peu des jours. Parce que vraiment, sur le business pur, si on enlève vraiment l'aspect humain, sur le business pur, il y a Steve Jobs, il y a Elon Musk, bien sûr, etc. Mais sur le côté humain, pas du tout. Ils ne m'inspirent pas du tout, ces deux-là. Plus au global, alors après, j'aime bien les gens comme... Humainement, j'aime bien les gens comme Richard Branson, tu vois, des gens comme ça, ou le mec de Nike, Phil Knight. Mais sinon, je pense, en fait, un mec qui mixe un peu tout ça. Pourtant, je ne suis pas un énorme client de ces boîtes, mais j'aime bien le gars, c'est Bill Gates. Ok, ouais, c'est... Il en a fait des... Il a fait des choses incroyables. Et tu vois, notamment sa fondation, c'est quand même... On peut le critiquer, hein, mais c'est incroyable. Ouais, dernièrement, il est pas mal critiqué sur sa position. Ok. Ouais. Et selon toi, c'est quoi le meilleur âge pour partir en retraite? Pour partir en retraite? Ouais. Ou toi, quel âge tu souhaites partir en retraite? En fait, c'est très marrant comme question parce que ça a énormément changé au cours de ma vie. Énormément. Et j'ai eu des âges où je me suis dit, avant 30 ans... entre guillemets, j'ai les moyens de plus rien faire. Après, je me suis dit, ok, c'est à 50 ans, je veux prendre ma retraite. Et en fait, maintenant, moi, je suis dans un mode où, en fait, je veux jamais prendre ma retraite. C'est horrible, en fait, parce que tu t'éclates. Mais oui. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Ouais, alors tout le monde, bien sûr, ça c'est très sympa et tout, mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, moi, ma position maintenant, c'est vraiment, je veux jamais prendre ma retraite. Et je le vois autour de moi, j'ai des copains, ils ont 75 ans, ils sont encore consultants, mais à leur rythme, tu vois, ils travaillent peut-être 1 ou 2 jours par semaine, mais ils se maintiennent éveillés et tout ça, et c'est super. Et moi, j'adorerais, tu vois. Et mon père, d'ailleurs, il a 66 ans et il est encore assez actif parce qu'il est à son compte consultant et tout ça. Et moi, je trouve que ça, c'est bien parce qu'en fait, si tu t'arrêtes du jour au lendemain comme ça, en grosse rupture, bah, tu as de fortes chances, à mon avis, de partir en dépression. Ouais, c'est beau. En tout cas, merci pour l'échange. De rien. C'était transparent, des anecdotes pas mal en fait. En tout cas, ravi de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Trop cool. La question qu'on pose souvent aux invités, est-ce qu'ils sont intéressés pour venir dans 6 mois, 1 an, nous parler un petit peu des avancées, comment ils ont réussi à, moi avec plaisir. À scaler, aller de l'avant. En fait. Pas dans 6 mois parce que je pense que c'est pas assez. C'est court en fait. Ouais, mais dans 1 an ou 2, avec grand plaisir. Ok, bah écoute, merci et peut-être à une prochaine fois. Allez, merci, à plus, ciao. Salut.